Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Quand on pense à la Seconde Guerre mondiale, on imagine souvent des chars sillonnant les champs de bataille et des avions fendant des cieux déchirés par la guerre. Poussés par l'idéologie et une course effrénée à la supériorité technologique, les limites de la science et de l'ingénierie ont été repoussées. Nous vous présentons aujourd'hui 20 véhicules créés par l'Allemagne nazie. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Le Volkswagen Schwimmwagen, également connu sous le nom de Type 166, était un véhicule amphibie innovant largement utilisé par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Conçu par le célèbre ingénieur automobile Ferdinand Porsche, le Schwimmwagen était basé sur le châssis de la Volkswagen Coccinelle, ce qui le rendait polyvalent et pratique pour les opérations militaires. C'était un véhicule léger à 4 roues motrices, capable de se déplacer aussi bien sur terre que sur l'eau. Grâce à sa conception de coque unique, le véhicule pouvait flotter et se propulser sur l'eau, ce qui en faisait l'un des véhicules amphibies les plus efficaces de son époque. Avec plus de 15 000 exemplaires produits, il reste le véhicule amphibie le plus produit en série au monde. Certains Schwimmwagen furent déployés sur le front de l'Est, aidant les soldats à traverser les rivières et les terrains boueux. Sa taille compacte et sa maniabilité surprenante en faisaient également un véhicule idéal pour les missions de reconnaissance en terrain difficile. Après la guerre, le Schwimmwagen resta populaire grâce à sa conception et à ses capacités uniques. Les troupes britanniques, qui ont pris le contrôle de l'usine Volkswagen en 1945, auraient même utilisé le véhicule à des fins récréatives. Numéro 19. L'un des véhicules les plus impressionnants de la machine de guerre allemande était le Panzerkampfwagen Tigre II, plus connu sous le nom de Tigre II ou Königstiger. Ce char lourd symbolisait à la fois l'ambition technologique et l'ambition logistique du Troisième Reich. Développé pour succéder au déjà redouté Tigre I, il fut introduit en 1944 et conçu pour surpasser n'importe quel char allié grâce à sa puissance de feu et à son blindage quasi impénétrable. Le Tigre II combinait l'épais blindage du Tigre I avec la conception inclinée du T-34 soviétique, lui permettant de dévier et d'absorber les obus. Équipé de l'un des canons de char les plus puissants de la guerre, le Tigre II pouvait détruire presque tous les chars ennemis à longue portée. Son blindage frontal pouvait atteindre 150 mm d'épaisseur et était incliné pour une efficacité maximale. Il participa pour la première fois au combat en Normandie après le jour J, puis pendant la bataille des Ardennes. Cependant, le char présentait des inconvénients majeurs. Il était extrêmement lourd, gourmand en carburant et sujet aux problèmes mécaniques. Sa complexité rendait les réparations sur le champ de bataille difficiles. Seuls 492 exemplaires furent construits, bien trop peu pour renverser le cours de la guerre. Numéro 18. Le Henschel HS-129 était un avion d'attaque au sol bimoteur allemand, spécialement conçu pour détruire les chars soviétiques lourdement blindés comme le T-34. Il fut principalement déployé sur le front de l'Est entre 1942 et 1945. Son cockpit compact était protégé par une baignoire en acier pour protéger le pilote des tirs venant du sol, mais cette protection engendrait un espace de travail exigu et une visibilité réduite. Les premiers modèles manquaient de puissance en raison de la faiblesse des moteurs Argus AS410, mais les modèles ultérieurs de la série B reçurent des moteurs français Gnomron plus puissants. Le HS-129 fut finalement équipé d'un imposant canon BK 7,5 de 75 mm, adapté du canon anti-char PAC 40. Seuls 25 appareils pouvaient emporter cette configuration d'arme en raison de son recul et de son poids considérable. Après un bref déploiement en Afrique du Nord, il fut principalement utilisé sur le front de l'Est, où sa capacité anti-char était particulièrement nécessaire. Malgré sa puissance de feu impressionnante, l'avion restait vulnérable aux chasseurs ennemis et nécessitait souvent une couverture aérienne pour fonctionner efficacement. Numéro 17. Les Leichter Panzerspa-Wagen ont joué un rôle important dans la stratégie allemande du début de guerre. Ces véhicules rapides et agiles étaient conçus pour repérer les positions ennemies et relayer des informations cruciales aux lignes de front. Construits par des entreprises telles que Bussin Nag et Horch, ils ont été déployés des forêts polonaises au désert d'Afrique du Nord et aux vastes plaines du front de l'Est. Le SDK FZ-222, équipé d'un canon de 20 mm et d'une tourelle ouverte, était particulièrement efficace contre l'infanterie et les véhicules légers.
Le SDKFZ 223 était doté d'une grande antenne et d'un équipement radio avancé pour les communications longue portée. Bien que légèrement blindés et vulnérables aux armes anti-chars, ces véhicules excellaient par leur vitesse, leur flexibilité et leur valeur tactique. Leur mission de reconnaissance était si précieuse qu'ils étaient souvent accompagnés d'infanterie ou d'un soutien blindé plus lourd pour compenser leur vulnérabilité. Ils ne remportaient pas directement des batailles, mais ils rendaient des victoires possibles. Numéro 16. Le Focke-Wulf Triebflügel est sans conteste l'un des projets aéronautiques les plus étranges et futuristes de l'Allemagne nazie. Conçu en 1944, durant la phase finale désespérée de la guerre, cet avion à décollage et atterrissage verticaux était qualifié de Wunderwaffe ou arme miracle, destinée à renverser le cours du conflit. Au lieu d'ailes fixes, il possédait 3 énormes ailes rotatives tournant autour du fuselage avec des statoréacteurs montés à leurs extrémités. Cette rotation générait à la fois portance et poussée, permettant à l'avion de décoller verticalement, idéal à une époque où les aérodromes étaient constamment attaqués. Une fois en vol, l'appareil s'inclinait horizontalement pour engager les bombardiers ennemis avec 4 canons de 30 mm. Cependant, la conception resta purement théorique. Aucun prototype ne fut jamais construit ni testé. Il resta un concept de papier, un étrange mélange d'ingénierie visionnaire et de fantaisie désespérée. Numéro 15. La Mercedes-Benz 770 Grosser, aussi connue sous le nom de Grosser Mercedes, n'était pas une arme, mais un symbole de puissance, de prestige et de propagande dans l'Allemagne nazie. Lancée en 1930, cette imposante voiture de luxe devint tristement célèbre sous le Troisième Reich comme véhicule d'État privilégié d'Adolf Hitler et de l'élite nazie. Avec sa taille, son design luxueux et son allure saisissante, la 770 était un symbole roulant de la mégalomanie autoritaire. Les modèles ultérieurs, notamment la série W150 lancée en 1938, étaient équipés de blindage et de vitres pare balles, ce qui en faisait l'une des premières véritables limousines blindées. Sous le capot se trouvait un moteur V8 suralimenté de 7,7 litres développant plus de 230 chevaux, une puissance impressionnante pour l'époque, surtout compte tenu du blindage important. Avec son empattement long et ses ailes élégantes, la voiture avait une allure presque royale. Elle était idéale pour les défilés militaires, les cérémonies diplomatiques et les événements de propagande. Les modèles personnels d'Hitler apparaissaient souvent dans les images de ses discours et de ses visites d'État, généralement avec le toit ouvert pour qu'il puisse saluer la foule. Ces images contribuèrent à l'image mondiale d'un régime fort et intouchable. Bien que véhicule de luxe, la 770 devint indissociable de la nature militariste du régime nazi. Numéro 14. Le Jagd Tiger représentait l'apogée de l'obsession de l'Allemagne nazie pour les chasseurs de chars lourds, un géant quasi invincible conçu pour éliminer les blindés ennemis à très grande distance. Basé sur le châssis déjà impressionnant du Tigre II, le Jagd Tiger pesait près de 75 tonnes, ce qui en faisait le véhicule de combat opérationnel le plus lourd de la Seconde Guerre mondiale. Avec son épais blindage frontal et sa taille imposante, il était conçu pour la défense statique plutôt que pour les manœuvres rapides. Son arme principale, un canon anti-char massif capable de détruire pratiquement n'importe quel char allié bien avant qu'il ne puisse riposter. Le blindage frontal du Jagd Tiger atteignait jusqu'à 250 mm d'épaisseur, le rendant quasiment invulnérable à la plupart des armes alliées. Mais une telle force brute avait un prix. Le Jagd Tiger était lent, sujet aux pannes mécaniques et souvent victime de son propre poids. Le moteur et la transmission peinaient sous la charge. Seulement 70 à 80 exemplaires furent construits entre 1944 et 1945 en raison des bombardements et du manque de ressources. Nombre d'entre eux combattirent sur le front occidental, notamment lors de la bataille des Ardennes. Correctement positionné, un seul Jagd Tiger pouvait décimer une formation entière d'ennemis, mais de tels scénarios étaient rares. Le plus souvent, ils tombaient en panne à cause de problèmes de moteur ou de pénurie de carburant plutôt que sous les tirs ennemis. Mais imaginez leur efficacité redoutable s'ils avaient été fiables. Numéro 13. Le SDKFZ de Kettenkrad était l'un des véhicules les plus uniques et polyvalents utilisés par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. À mi-chemin entre une moto et un véhicule à chenilles, il démontrait l'ingéniosité allemande face aux terrains accidentés d'Europe et du front de l'Est. Conçu à l'origine à la fin des années 1930 comme tracteur léger pour les troupes aéroportées,
le Kettenkrad s'est rapidement révélé utile pour de multiples rôles. Pose de câbles, remorquage d'artillerie légère et transport de troupes, de munitions et de ravitaillement sur des terrains boueux ou enneigés où les véhicules classiques s'enlisaient. À l'avant, un cadre de moto traditionnel avec guidon permettait la direction à basse vitesse, tandis que les chenilles arrière assuraient stabilité et adhérence. Malgré son apparence, il était étonnamment rapide, atteignant jusqu'à 70 km/h sur route goudronnée. Sa taille compacte le rendait idéal pour les chemins étroits, les ruines urbaines et même le transport aérien. Bien qu'il ne soit ni blindé ni armé, le Kettenkrad était réputé pour sa fiabilité. Sur le front de l'Est, il était souvent utilisé pour dégager des véhicules en panne, acheminer du ravitaillement vers les lignes de front ou poser des câbles de communication. En Afrique du Nord, il s'est révélé particulièrement utile dans les conditions désertiques pour l'Afrika Korps. Numéro 12. Le Landwasserschlepper, littéralement tracteur terre-haut, était l'un des projets de génie militaire les moins connus mais les plus ambitieux de l'Allemagne nazie. Il s'agissait d'un véhicule amphibie à chenilles conçu pour traverser les rivières, soutenir les débarquements côtiers et traverser les terrains marécageux. Développé à la fin des années 1930 par Rheinmetall Borsig pour le génie allemand, le LWS s'inscrivait dans la stratégie initiale de guerre rapide interarmes de l'Allemagne, où la flexibilité logistique était cruciale dans les régions fluviales et pauvres en infrastructures comme l'Europe de l'Est. Il ressemblait à un croisement entre un bateau et un char. Une coque en acier semblable à celle d'un navire, des chenilles pour les déplacements terrestres et des hélices arrière pour la propulsion sur l'eau. Bien que non blindé et non armé, il était très mobile et pouvait transporter des troupes, du matériel et des fournitures sur l'eau ou sur les terrains marécageux. Le LWS pouvait également remorquer des pontons, des barges et des pièces d'artillerie en eau peu profonde et était théoriquement idéal pour les unités de construction de ponts et les troupes d'assaut. Cependant, l'intérêt a diminué avec l'abandon des opérations amphibies comme l'opération Sea Lion, l'invasion planifiée de la Grande-Bretagne. Seuls quelques prototypes et premiers modèles de série ont été construits. Certains ont néanmoins été déployés sur le front de l'Est et dans les Balkans, où ce type de terrain exigeait ses capacités. Une version plus avancée, le LWS-2, a été développé plus tard dans la guerre, offrant un blindage amélioré et de meilleures performances en mer. Numéro 11. Le FA-223 Drache était l'un des projets aéronautiques les plus futuristes de l'Allemagne nazie et est souvent considéré comme le premier hélicoptère de transport véritablement fonctionnel au monde. Développé par Fokker Agilis à partir de 1940, cet appareil était très en avance sur son temps, à une époque où les hélicoptères étaient encore peu opérationnels. Grâce à ses deux rotors montés de chaque côté du fuselage, le Drache pouvait décoller et atterrir verticalement, lui permettant de transporter du fret, des blessés et même des véhicules sur des terrains difficiles sans piste. Sa polyvalence le rendait utile pour les sauvetages en montagne, les missions de transport et de reconnaissance, notamment dans les zones inaccessibles aux avions conventionnels. Cependant, sa production resta extrêmement limitée. Les bombardements alliés des usines n'aboutirent qu'à la construction de 20 unités. Malgré ce faible nombre, le Drache établit la norme pour le développement futur des hélicoptères dans le monde entier. Avec une vitesse de pointe d'environ 180 km/h et une autonomie de 700 km, il était révolutionnaire pour l'époque. Si l'Allemagne nazie avait eu plus de temps pour développer cette technologie à plus grande échelle, elle aurait pu radicalement modifier la manière dont la guerre était menée. Numéro 10. Le Sturm Tiger était l'un des véhicules blindés les plus terrifiants et les plus insolites de l'Allemagne nazie, spécialement conçu pour détruire des cibles lourdement fortifiées. Au lieu d'engager les chars ennemis, il était censé anéantir des bunkers, des fortifications et des quartiers entiers d'un seul tir dévastateur. Construit sur le châssis du tristement célèbre Tigre 1, le Sturm Tiger était doté d'une superstructure massive au lieu d'une tourelle standard, abritant un mortier-roquette de 38 cm, initialement développé pour la marine. Il en résultait un canon mobile capable de réduire des bâtiments entiers en ruine d'un seul projectile. Développé après les violents combats de rue de Stalingrad, le Sturm Tiger était équipé de mortiers roquettes RW61, tirant des obus de plus de 350 kg, dévastateurs tant physiquement que psychologiquement. Le véhicule pesait plus de 65 tonnes et pour gérer l'énorme recul du canon, il était équipé d'un système complexe d'amortisseurs et d'orifices de ventilation.
Les Storm Tiger ont été déployés pendant l'insurrection de Varsovie, la bataille des Ardennes et la défense de la Rhénanie, servant de forteresse mobile qui pouvait retarder les percées ennemies ou détruire des cibles stratégiques. Numéro 9. Le Minenrömer était l'un des véhicules les plus étranges et mystérieux développés par l'Allemagne nazie pendant la guerre. Conçu comme un véhicule de déminage, le Minenrömer ressemblait davantage à un engin sorti tout droit d'un film de science-fiction dystopique qu'à une machine de guerre. Avec ses roues à pointe, son blindage épais et son profil d'insecte, il était conçu pour traverser les champs de mines et absorber de fortes explosions. Le prototype fut construit en 1942 par Krupp en collaboration avec Alket et Mercedes-Benz. Le Minenrömer possédait 3 roues colossales, 2 à l'avant et 1 à l'arrière, équipées de crampons métalliques pour absorber les explosions. Le compartiment de l'équipage était blindé et placé entre les roues avant, à l'abri des détonations. Cependant, le concept s'avéra irréalisable. Le véhicule était lent, mécaniquement peu fiable, trop lourd pour les terrains accidentés et totalement inadapté à la guerre dynamique. Après quelques essais, le projet fut discrètement abandonné et un seul prototype fut construit qui ne participa jamais au combat. Numéro 8. Le Blohm & Voss BV-238 était le plus gros avion jamais construit par l'Allemagne nazie et aurait pu devenir le plus grand avion opérationnel du monde s'il était entré en production. Conçu par le constructeur naval et aéronautique Blohm & Voss, basé à Hambourg, le BV-238 était un projet ambitieux. C'était un hydravion géant destiné au transport longue distance, à la reconnaissance maritime et peut-être même aux missions de bombardement. Avec une envergure de plus de 60 mètres et un poids dépassant les 100 tonnes, le BV-238 était un véritable géant des airs. Propulsé par 6 moteurs Daimler-Benz DB603 V12, il pouvait transporter des troupes, des véhicules ou du fret sur de longues distances. Son fuselage, semblable à celui d'un navire pour les amérissages, était doté de multiples stabilisateurs et d'ailes surélevées. Techniquement innovant, il utilisait des alliages légers et une structure interne renforcée pour maintenir son poids à un niveau raisonnable. La seule version achevée, le V1, effectua son premier vol en 1944 au-dessus du lac Chaal allemand. Avant de pouvoir entrer en service militaire, il fut détruit par des chasseurs bombardiers alliés alors qu'il était amarré, mettant fin au rêve de suprématie aérienne de l'Allemagne. Numéro 7. Le Panzerzug, ou train blindé allemand, était l'une des armes les plus imposantes et les plus originales de son arsenal. Ces mastodontes d'acier combinaient la puissance de feu des véhicules blindés à la mobilité du chemin de fer, servant de forteresse roulante armée, blindée et capable de transporter des troupes et des chars. Inspirés d'idées du 19e siècle, ces trains furent remis au goût du jour par la machine de guerre hitlérienne, notamment sur le vaste et instable front de l'Est, où les voies ferrées étaient cruciales pour le ravitaillement. Les Panzerzug furent créés en renforçant les locomotives et les wagons existants par d'épaisses plaques d'acier pour résister aux armes à feu, aux explosifs et même aux armes anti-chars. Ils étaient équipés de canons anti-aériens, de mitrailleuses, de tourelles de chars et d'artillerie lourde, souvent montées sur des plateformes rotatives. Certains trains étaient équipés de voitures de commandement, de voitures de reconnaissance ou de wagons anti-aériens, fonctionnant comme des formations de combat entièrement mobiles. D'autres transportaient des chars ou de l'infanterie prêts à être déployés à des points stratégiques. En Pologne, dans les Balkans et en Union soviétique notamment, ils ont joué un rôle majeur dans la répression de la résistance et la protection des liaisons ferroviaires vitales. Au-delà de leur puissance de combat, ils ont eu un impact psychologique considérable, un symbole éclatant de la domination nazie sur les chemins de fer. Numéro 6. Le Heinkel HE-162 Volksjäger était la dernière tentative désespérée de l'Allemagne pour s'assurer la supériorité aérienne. Ce chasseur à réaction, conçu dans les derniers mois de la guerre, devait être produit rapidement, à moindre coût et en grande quantité, même par des pilotes jeunes ou peu entraînés. Développé dans le cadre du programme d'avions de combat d'urgence de 1944, le HE-162 constituait une réponse aux bombardements dévastateurs des villes et de l'industrie allemande. L'avion atteignait des vitesses de plus de 900 km/h, ce qui en faisait l'un des avions les plus rapides de la guerre, et était armé de 2 canons de 20 mm. La production fut extrêmement rapide, mais aussi bâclée, et l'utilisation de matériaux non stratégiques comme le bois entraînait des faiblesses structurelles.
Ces chasseurs furent assemblés à la hâte et peu testés, ce qui entraîna de nombreux problèmes mécaniques. Néanmoins, le concept était futuriste. Un petit chasseur à réaction léger, capable d'attaquer des bombardiers ennemis en masse. En théorie, même les membres des jeunesses hitlériennes étaient censés l'utiliser, d'où son nom de chasseur du peuple. En pratique, cependant, il arriva bien trop tard et s'avéra bien trop faible pour contrer un ennemi surpuissant. Numéro 5. L'U-864 n'était pas un sous-marin ordinaire. C'était un navire fantôme rempli de secrets, témoin silencieux des ambitions cachées de l'Allemagne nazie. Au lieu de torpilles, ce sous-marin de type IX-D2 transportait une technologie de pointe qui aurait pu changer le cours de la guerre. Dans le cadre de l'opération César, sa mission consistait à transporter des composants de moteurs à réaction, des plans et plus de 60 tonnes de mercure vers le Japon. Mise en service en 1943 sous le commandement du Korvettenkapitän Ralph Reimar Wolfram, l'U-864 quitta Kiel en décembre 1944, suivant une route au nord de l'Écosse, traversant l'Atlantique Sud et se dirigeant vers le Japon. Mais les choses tournèrent rapidement mal. Des problèmes mécaniques forcèrent le sous-marin à retourner à Bergen, en Norvège. Là, des décrypteurs britanniques de Bletchley Park interceptèrent sa mission. Le 9 février 1945, près de l'île norvégienne de Fedje, le sous-marin britannique HMS Venturer, commandé par le lieutenant Jimmy Launders, détecta l'U-864. Alors que les deux sous-marins manœuvraient sous l'eau, Launders calcula la distance de tir, exécutant ainsi la première attaque sous-marine réussie de l'histoire. Les 73 membres d'équipage périrent. En 2003, l'épave fut redécouverte avec 1857 barils de mercure toxique à bord qui continuaient de s'infiltrer dans les fonds marins, provoquant une catastrophe environnementale au large des côtes norvégiennes. Numéro 4. Le FI-103R Reichenberg était la réponse implacable de l'Allemagne nazie au désespoir, une version habitée de la célèbre bombe volante V1 conçue pour des missions aller simples à très haut risque. Basé sur le Fieseler FI-103, le Reichenberg conservait sa silhouette emblématique. Un avion trapu propulsé par un pulsoréacteur, doté d'ailes courtes et d'une ogive explosive dans le nez. Le pulsoréacteur Argus AS-014 produisait le même hurlement perçant qui avait rendu les armes V tristement célèbres. Sous la direction d'Otto Skorzeny, le commando favori d'Hitler, une unité spéciale fut formée, composée de volontaires de la Luftwaffe et des jeunesses hitlériennes, pour ces missions périlleuses. Bien qu'officiellement les pilotes étaient censés sauter en parachute à temps, les chances de survie étaient minimes. Le Reichenberg était instable et extrêmement difficile à contrôler en toute sécurité. Les vols d'essai avec des modèles réduits de planeurs échouaient souvent et même les atterrissages réussis étaient extrêmement dangereux. L'entraînement lui-même était si périlleux que plusieurs pilotes d'essai perdirent la vie pendant la préparation. À mesure que la guerre progressait et que la supériorité aérienne alliée s'accroissait, le projet fut finalement abandonné. Bien que des dizaines de pilotes aient été formés, l'avion ne fut jamais déployé au combat. Numéro 3. Le Rappenschlepper Ost, ou RSO, était la réponse pratique de l'Allemagne nazie à l'un des plus grands obstacles du front de l'Est, la boue. Ni un véhicule de combat, ni une merveille technologique, mais un robuste tracteur à chenilles qui permettait littéralement à la Wehrmacht de continuer à avancer. Développé par Ster Daimler-Puch et lancé en 1942 après le désastreux premier hiver russe, le RSO avait un seul objectif, se déplacer là où rien d'autre ne pouvait le faire. Grâce à ses chenilles, sa garde au sol élevée et sa cabine fermée, il pouvait facilement se déplacer dans la neige, la boue et les décombres. Il remorquait des canons anti-chars, livrait du ravitaillement aux unités isolées, récupérait les véhicules en panne et, dans certaines variantes, était même équipé de lance-roquettes ou de canons anti-aériens. Sa simplicité rendait sa production relativement bon marché et rapide, ce qui était crucial dans les premières années de la guerre. Grâce à sa technologie de base, il pouvait souvent être réparé sur le terrain avec des ressources limitées. Le RSO fut utilisé non seulement sur le front de l'Est, mais aussi en Italie et dans les Balkans. Même après la guerre, certains modèles continuèrent de servir les agriculteurs et les équipes de réparation pendant des années. Lents, ils étaient extrêmement fiables. À la fin de la guerre, des dizaines de milliers d'exemplaires avaient été construits et servaient sur presque tous les fronts. Numéro 2.
La mine à chenilles Goliath ressemblait à un char d'assaut miniature, mais était en réalité une arme terrifiante. Ces petits véhicules à chenilles télécommandés étaient conçus pour larguer des explosifs sous les cibles ennemies, puis les faire exploser à distance de sécurité. Développé par Borgward au début des années 1940, le Goliath transportait de 60 à 100 kg d'explosifs. Les premiers modèles utilisaient des moteurs électriques, mais les versions ultérieures furent équipées de moteurs à essence pour une fiabilité accrue. Une télécommande filaire donnait à l'opérateur le contrôle total de la direction et de la détonation. En théorie, c'était idéal pour le combat urbain et les positions fortifiées. Il suffisait de faire passer le Goliath sous un char ou dans un bunker pour le faire exploser sans risquer la vie des soldats. Certains modèles étaient blindés, mais cela offrait une faible protection contre les tirs de mitrailleuses ou d'artillerie. Le câble reliant le Goliath à son opérateur était également vulnérable, devenant souvent le point faible du système au combat. Ils furent déployés en Italie, sur le front de l'Est et pendant le jour J, mais leur faible vitesse, leur vulnérabilité et leur coût élevé limitèrent leur succès. Néanmoins, plus de 7000 exemplaires furent produits, précurseurs des drones militaires modernes. Numéro 1. La Porsche Type 64 marqua le début d'une légende. Le tout premier modèle a porté le nom Porsche, jetant les bases de l'une des marques de voitures de sport les plus emblématiques au monde. Construite dans l'ombre du Troisième Reich naissant, c'était un véhicule de propagande aérodynamique destiné à mettre en avant la supériorité technologique de l'Allemagne. Ferdinand Porsche conçut la Type 64 pour une course de propagande entre Berlin et Rome, un geste symbolique de l'alliance avec l'Axe. La voiture partageait une grande partie de sa conception avec la Volkswagen Coccinelle, mais si la Coccinelle était modeste et fonctionnelle, la Type 64 était élégante et futuriste. Avec sa carrosserie en aluminium en forme de goutte d'eau, ses roues encastrées et son moteur 4 cylindres de 1 litre monté à l'arrière, elle semblait venue du futur. Grâce à sa légèreté, elle pouvait atteindre des vitesses supérieures à 140 km/h, un record pour l'époque. Son aérodynamisme avancé influença le design Porsche pour les années à venir. Après la guerre, la seule Type 64 survivante a rejoint des collections privées et a finalement été vendue aux enchères pour des millions de dollars. Aujourd'hui encore, la Type 64 est considérée comme l'ancêtre de toutes les voitures de sport Porsche. Seuls 3 châssis ont été construits entre 1939 et 1940, l'un d'eux a survécu à la guerre et est considéré comme la mère de tout l'héritage sportif de Porsche. Lequel de ces véhicules de la Seconde Guerre mondiale pensez-vous être le plus incroyable? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.